Le gouvernement congolais a clôturé les travaux de la commission paritaire avec les syndicats des fonctionnaires. L'enjeu reste l'amélioration, bien évidemment, des conditions sociales et professionnelles des agents publics, mais également de la modernisation de l'appareil administratif. Alors, quel est l'état du lieu de l'administration publique congolaise, mais aussi avec elle ses employés? C'est le deuxième dossier. Lundi 11 septembre 2023, c'est parti pour des discussions voulues franches entre les représentants des travailleurs, comme ici, les délégués des fonctionnaires et le gouvernement congolais. Un face-à-face qui a permis aux fonctionnaires de cracher le gros morceau de leur désiderata au gouvernement, pris ici dans son rôle d'arbitre et d'employeur. Des conditions socio-professionnelles difficiles au processus de réforme d'une administration devenue obsolète en passant par les engagements non tenus. Le tableau du bilan du dialogue social présenté par le banc syndical a été peint, comme toujours, en couleur sombre. Comment pouvons-nous comprendre, Excellence, Monsieur le Premier ministre, et accepter que les agents et fonctionnaires de l'État en République démocratique du Congo manquent, 63 ans après son indépendance, un barème salarial qui reprend tous les éléments constitutifs. Ça n'existe pas. Quel est l'état de lieu de l'administration publique congolaise et, avec elle, ses employés? Quels sont les remèdes à la paix sociale dans l'administration et les attentes des agents publics au terme de ces assises? Comment le gouvernement envisage relever le défi de la modernisation réqualifiée et l'adaptation de l'administration publique au regard des enjeux modernes, des préoccupations qui sont restées pendantes durant des décennies? Aucune commission paritaire n'a réussi à les vider. Sans l'administration et sans vous, il serait difficile et même utopique de rêver d'un Congo grand et prospère. Vous êtes le socle sur lequel nous nous appuyons pour construire notre beau et grand pays. Comment voulez-vous que les agents et fonctionnaires de l'État soient performants alors qu'à ces jours, comme convenu en 2018, avec le gouvernement, les huissiers devraient atteindre le montant de $200 en 2021 en salaire de base. Et aujourd'hui, en 2023, il n'a que $90. Il faut cependant reconnaître que ces efforts et promesses tenues de la partie gouvernementale ont été, c'est vrai, noyés, comme je viens de le dire et comme le président de l'intersyndicale l'a souligné, dans les flots de la dépréciation de la monnaie, rognant ici le pouvoir d'achat. Cette instance gouvernementale dont la fonction principale est de produire des services non marchands ou d'effectuer des opérations de redistribution de revenus et des richesses nationales appelle à des profondes réformes, en commençant par l'homme, le fonctionnaire qui la tient. Nous allons très sérieusement nous engager sur la voie du check-off, c'est-à-dire d'une contribution qui sera prélevée sur le salaire. Ben évidemment, ça peut être insignifiant, il y a déjà assez de contributions, de cotisations comme ça. Peut-être 1000 francs, une somme, 1000 francs, 2000 francs, $1. Mais pour permettre à ce que le syndicalisme fonctionne normalement dans notre pays. Cet état de lieu est que nous puissions participer à l'effort de mobilisation des recettes. Parce que il n'y a pas quelque chose qui puisse se passer dans l'administration sans que nous on ait. C'est de l'année qui vient. Le gouvernement s'engage, a pris l'engagement non seulement de revenir sur ce qu'il avait déjà fait, au moins de donner plus ou moins $130 aux huissiers, plus l'argent de transport qu'il n'a pas donné du reste. Ajoute chauffé. Nous avons demandé également qu'on mette quand même la commission permanente de suivi des accords, ce qui va permettre à ce que ça soit de manière régulière.
Le manque de cet organe-là fait que, vous voyez, aujourd'hui, nous sommes au mois de septembre, alors que ça devait se tenir au mois de juin. Mais Docteur Silas, quelle est l'image que vous avez du fonctionnaire congolais? Ben écoutez, il faudrait d'abord souligner un fait, c'est que pour un État qui se veut fort, l'administration publique se veut comme étant cette épine dorsale. Pour un pays qui se veut émergent, l'administration publique vaut ce que la colonne vertébrale représente dans un corps humain. Toi et moi, nous ne serions pas nous tenir debout sans colonne vertébrale. Parce que pour les États forts, pour les pays qui se veulent émergents, on peut survivre sans un gouvernement politique, mais on ne peut pas survivre sans une administration publique. Donc, ce qui signifie que lorsque nous écoutons ce qui vient d'être dit ici, nous comprenons, vous et moi, qu'il y a encore beaucoup à faire. Il faudrait que les autorités, comme ils ont déjà commencé à le faire, continuent à accorder beaucoup plus d'oreilles et d'attention à ce que les fonctionnaires demandent. Il y a des réformes qu'il faudrait très vite appliquer pour avoir une administration publique productive parce que nous avons besoin d'un management des résultats. À quoi vous ferez allusion, par exemple, concrètement? Concrètement, c'est-à-dire, généralement, quand on discute sur les grèves des fonctionnaires de l'État, c'est généralement à propos de l'enveloppe salariale. Oui. Mais nous devrions aussi, quelque part, nous poser la question, sans minimiser ces revendications qui sont du reste légitimes et fondées, il faudrait aussi que nous puissions nous poser la question sur le résultat. Résultat en termes de qualité des services que ces agents produisent, mais aussi en termes de délais. Parce qu'aujourd'hui, une administration publique se veut, comme je le disais tantôt, une colonne vertébrale pour une nation qui se veut prospère. Et le gouvernement doit éviter de faire des promesses qu'il ne saurait tenir à temps, parce que cela en tient aussi à sa crédibilité. Or, lorsqu'il y a cette absence de confiance entre deux partenaires obligés à travailler ensemble, c'est-à-dire le fonctionnaire et l'État d'autre part, eh bien, c'est la société tout entière qui en pâtit. Et une nation qui en pâtit de la sorte, en interne, ne peut pas se projeter en puissance à l'externe. Alors, dites-nous, comment est-ce que vous pensez que le gouvernement, on a vu des réformes depuis des années qui sont enclenchées, est-ce qu'on pourrait parler d'un problème de leadership? Le problème, au-delà du problème du leadership, c'est aussi un problème d'application. Les réformes, il y en a des textes, on a des réformes. Ces réformes ne doivent pas ressembler à des chapelets de bonnes intentions. Il faudrait à un moment donné que le gouvernement accepte, voyez-vous, de mettre en application ce que lui-même a pris comme engagement. Voyez-vous? Parce que je le disais tantôt, on peut survivre sans un gouvernement, mais on ne peut pas survivre sans l'administration publique. Nous avons vu l'exemple avec la Belgique à un moment donné, plus de 13 mois sans gouvernement, mais on n'a pas pu ressentir cela. Pourquoi? Parce que l'administration publique travaillait comme il se devait. Et pour pouvoir y travailler comme il se devait, il faudrait avoir un personnel qui est pris en charge, un personnel qui se sent honoré dans les fonctions qu'il assume, voyez-vous. Et pour cela, il est important, mon cher ami, que l'État fasse un effort de pouvoir réduire cet écart béant du point de vue salarial entre les dirigeants et ceux qui font travailler la machine administrative du jour au jour. Parce que quand vous regardez ce que l'on demande comme salaire de base pour les moins gradés dans l'administration publique et ce que touche les ministres, ce qui touche les députés qu'on sort, cela démotive. Or, on ne peut pas construire un pays puissant au centre de l'Afrique. On ne peut pas avoir une puissance en externe si en interne nous sommes encore parasités par de telles revendications qui, du reste, peuvent être rencontrées et être résolues. Le tout dépend simplement d'une bonne volonté. Bonne volonté suppose de la part des dirigeants de pouvoir appliquer une politique d'austérité, mettre de l'équité dans la distribution autour de la marmite nationale. Voyez-vous, comme je le disais, réduire de manière sensible l'écart entre ce qui touche, ceux qui font tourner la machine administrative du jour au jour et ce qui touche les dirigeants politiques.
Pourtant, le déséquilibre semble prendre... Le déséquilibre est tellement fort et ces déséquilibres démotivent. Ces déséquilibres amènent le fonctionnaire à observer de temps en temps des grèves et laissez-moi vous dire, vous ne saurez pas... Effectivement, vous ne pouvez pas imaginer les manques à gagner lorsque les fonctionnaires prennent 2 jours ou 3 jours de grève. Vous ne pouvez pas imaginer ce que cela représente comme un manque à gagner. Mais est-ce que c'est impossible de pouvoir rencontrer les revendications? Non, c'est possible. Mais seulement l'hyperpolitisation, le fait de considérer toute chose avec un regard politicien, empêche à notre leadership politique de considérer les questions les plus vitales. Voyez-vous, les questions les plus vitales. Questions qui font à ce qu'une nation soit respectée en externe et une nation se sente honorée en interne. Alors l'administration publique, il fait également, on le décrit, les détournements, les corruptions. Comment parvenir justement à éradiquer? Parce que ça, il faut le reconnaître que parmi les défis que nous avons à relever en rapport avec notre administration publique, il y a d'une part la corruption, il y a d'autre part l'âge de ceux qui doivent, le nombre de ceux qui doivent aller en mise en retraite, mais on ne sait pas les envoyer en retraite parce que ça coûte pour pouvoir envoyer quelqu'un en retraite. Et aussi longtemps que ces personnes qui ont déjà atteint l'âge de la retraite et qui ne sont pas encore allées à la retraite, du fait de cela, il y a une conséquence. La conséquence, c'est le vieillissement du personnel administratif. Et pourtant, il y a des jeunes gens qui sont aussi qualifiés, mais qui ne peuvent pas prendre place au sein de l'administration publique simplement parce que ces postes sont encore occupés par des dignes fils et filles du pays qui ont rendu un service honorable à la République, mais que la République ne s'est pas cette fois-ci honorée en les renvoyant dans une retraite honorable. Permettez la tautologie. Un autre problème qui se pose, je suivis l'année passée le ministre de la fonction, le vice-premier ministre chargé de la fonction publique, s'est plaindre de ce pléthore, ce surnombre. Toujours décrit, Voyez-vous, ce sureffectif que nous avons au sein de l'appareil administratif. L'on parle de plus de 1,5 million de fonctionnaires, alors qu'en réalité, ceux qui sont effectifs du point de vue de travail ne représentent que 20%. Donc, plus de 80% de ceux qui sont enregistrés sur la liste en tant qu'agents de l'administration publique ou fonctionnaires de l'État, à peine 20% travaillent réellement. Donc, du coup, l'État se voit obligé de payer à ceux qui, normalement, ne méritent pas ces salaires-là. D'où il faudrait partir par un toilettage. Et cela doit se faire le plus vite possible. Et si on parvient à le faire, à endiguer, à pouvoir élaguer tous ceux qui ne sont pas à leur place, je pense qu'il y a possibilité, cette fois-là, de rencontrer les revendications de ceux qui travaillent réellement et qui font avancer notre administration. Un autre problème qu'il faudrait aussi évoquer avec notre administration publique, c'est la vestusité de meubles, mais aussi des conditions de travail. Aujourd'hui, les bureaux les moins meublés, les bureaux les moins garnis, ce sont les bureaux de l'administration publique. Voyez-vous, quand vous allez dans les communes, quand vous regardez les chaises sur lesquelles vous vous asseyez, vous avez l'impression d'être dans une sorte d'un dépôt de documents. Et ça sent même cette mauvaise odeur qui constitue un danger même pour les personnes qui travaillent là. Et ça aussi, c'est un défi à relever. Et enfin, un autre défi, aujourd'hui nous sommes dans une administration décentralisée, il faudra arriver à l'intérieur du pays pour voir dans quelles conditions travaille le fonctionnaire de l'État. Et je pense que pour beaucoup plus de productivité, pour accélérer ce projet de l'émergence d'un pays fort au centre de l'Afrique, il faudra aussi tenir compte de toutes ces revendications-là. Très bien, nous allons prendre le dernier dossier.